Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief de la grande finale de cette Coupe du Monde de rugby 2023. 48e et dernier match entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. On pouvait difficilement rêver meilleure affiche à part si on avait vu l'équipe de France arriver en finale. Mais c'est vrai que Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est quand même des équipes d'un haut niveau. On était dans un match qu'on savait qu'allait être plutôt équilibré, ce qui a été le cas. Ça a été un match serré, tendu, un point encore à l'arrivée. On parlera de beaucoup de choses, on parlera de l'arbitrage, on parlera de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, on parlera des choix des deux sélectionneurs, également des joueurs du match dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de l'arbitrage. PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la mi-temps, le débrief de la fin des matchs et des compétitions que je peux voir en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Victoire donc de l'Afrique du Sud 12-11, ça s'est joué à pas grand chose. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la victoire de l'Afrique du Sud. Déjà un 15 de départ qui a été mieux foutu que sur les deux matchs précédents, il faut bien le dire. Pollard, De Klerk, c'est autre chose quand même en charnière. Et ça a bien fait le taf, tout simplement. Une équipe de Nouvelle-Zélande qui, comme la France, n'a pas réussi à concrétiser énormément son gros temps fort entre, je dirais, la 45e et la 60e minute. Il y a un énorme temps fort, ils ne marquent que 5 points à ce moment-là. Un jeu au pied qui a été un peu défaillant, ça leur coûte 5 points aussi. Et voilà, et un peu trop d'engagement aussi. Parce qu'ils se mettent à la faute et ils se sont mis à la faute assez régulièrement sur cette Coupe du Monde. Bon, on va revenir sur le point qui fâche, l'arbitrage. Moi, je crois qu'il y a... Bon, encore une fois, je vais pas me répéter, mais vous prenez cette Coupe du Monde, vous prenez 85% des matchs de cette Coupe du Monde, ce qui doit faire un truc genre 35-36 matchs au moins, voire 40, peut-être faire 40, je sais pas combien ça fait 25 de 48, j'ai pas envie de calculer. Je pense qu'on trouve des erreurs d'arbitrage. Voilà, c'est simple, c'est clair, je l'ai dit en quart sur 3 des 4 matchs, tu as des erreurs d'arbitrage, je crois que le seul, et encore, non, parce que tu as des décisions litigieuses sur les mêlées sur Irlande-Nouvelle-Zélande, donc oui, tu peux même en reparler sur Irlande-Nouvelle-Zélande. Bon, je parle même pas de la... Enfin, là, il y a aussi une erreur d'arbitrage sur la deuxième demi-finale. Sur la première, ça m'avait pas frappé. Sur la demi-finale de la Nouvelle-Zélande, là en finale, il y a encore des erreurs d'arbitrage. Il y a surtout un énorme problème de cohérence. De cohérence par rapport au dernier tournoi destination. De cohérence par rapport à l'entièreté de cette Coupe du Monde. Pourquoi je dis de cohérence par rapport à au dernier tournoi destination? Sur le dernier tournoi destination, tête contre tête, c'était rouge. Voilà. On cherchait pas des circonstances atteignantes. S'il n'y avait pas une énorme circonstance atteignante, c'était rouge. Colisi, pour moi, c'est rouge. Tête contre tête, il n'y a pas de grosses circonstances atteignantes, c'est rouge. Dans cette Coupe du Monde, alors dans ce cas-là, on va dire, donc circonstances atténuantes, oui, il fait le plaquage, il se baisse un peu, d'accord. Argentine-Angleterre, Tom Curry, pareil, il fait pas exprès de foutre un coup de boule, Tom Curry, hein, il fait pas un coup de boule exprès non plus, Tom Curry. Et pourtant, il se tape rouge. Donc pour moi, Colisi, ça doit être rouge. Deuxième erreur d'arbitrage. Alors, pour moi, Kane, c'est pas rouge, c'est jaune. Parce que, pour moi, en plus, le Sud-Africain... Alors, certes, il est debout, Kane. Il est debout. Mais pour moi, le Sud-Africain se baisse légèrement. Il est un peu en dessous. Alors, pas énormément, mais pour moi, il est un peu en dessous. Et surtout, épaule-tête sur cette Coupe du Monde, ça a été jaune, ça n'a pas été rouge, épaule-tête. Sur d'autres matchs de cette Coupe du Monde, ça a été jaune, voire, je crois me rappeler d'un match du Portugal, je ne sais plus si c'est face à l'Australie ou face aux Fidji, où il y a un adversaire d'un Portugais qui fait épaule-tête, c'est juste pénalité, hein. C'est rien d'autre. Colby, jaune, je suis d'accord, parce qu'il annule une action enfin, c'est un en avant volontaire, ce qu'aurait dû prendre des Tsebet lors du match face à la France, donc là je suis d'accord avec un jaune.
Si Etsebet, parce que Etsebet se prend même pas une remontrance de l'arbitre, je trouve est assez incroyable, alors que pour moi, il gêne le déroulement du jeu. Il fait une action d'anti-jeu, Etsebet, quand il se replace et qu'il tape le ballon. Et pour moi, il se replace dans cette zone-là exprès pour interrompre le jeu. Donc pour moi, c'est une action d'anti-jeu. Pour moi, certes, il se replace, il fait avec les bras en l'air comme ça, comme si il n'allait pas faire la faute. Et pour moi, c'est une action d'anti-jeu. Je parle même pas des grattages, mais ça a été d'un côté comme de l'autre. Alors oui, les Sud-Africains, là, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter, mais les Néo-Zélandais aussi, sur 2-3 grattages, ils posent en premier les mains au sol et ensuite les mains sur le ballon. Ce qui, sur le tournoi destination, quand tu faisais ça, c'était tout de suite sanctionné. Hein. Là aussi, sur tous les matchs du tournoi destination, ce qui nous a mis tellement en difficulté, parce que je me souviens, c'est le match face à l'Italie, où je crois que c'est Danti qui fait souvent main au sol, main sur le ballon, et qui se fait sanctionner pendant tout le match. On se prend énormément de pénalités sur ce match-là. Là encore, cohérence des décisions d'un tournoi à l'autre, d'une compétition à l'autre, mais même au sein même de cette compétition. Mais encore une fois, sur cette rencontre-là, que ce soit les Néo-Zélandais et l'Afrique du Sud, ont fait les mêmes fautes à ce moment-là. Ça change forcément le match. Après, de là à dire que la Nouvelle-Zélande a perdu à cause de ses décisions arbitrales, encore une fois non, c'est comme face à l'équipe de France. Je suis désolé, mais la Nouvelle-Zélande pouvait gagner cette rencontre, encore une fois. Elle ne joue pas assez bien sur ce temps fort, elle perd des points au pied, et surtout, je trouve que ce qui avait fait la force de la Nouvelle-Zélande sur les derniers matchs, c'est-à-dire cette créativité, cette variété dans le jeu, cette utilisation du jeu au pied, eh bien on ne l'a pas vu. Et sur les 30 premières minutes, on ne le voit pas. Alors après, il y a un peu Aaron Smith qui tente d'insuffler ça en deuxième mi-temps avec Téléa, mais je trouve que c'est trop timide, encore une fois, face à une équipe d'Afrique du Sud où il ne faut pas faire d'erreur. Ils n'ont pas assez utilisé ces ballons au pied à mi-distance qui embêtaient ce que les Anglais avaient fait, ce jeu de pression. Ils étaient capables de le faire, les Néo-Zélandais, ils ne l'ont pas fait. Si je trouve est un petit peu dommageable. Parce qu'ils savent faire aussi ce jeu de pression. On avait vu que les As sud-africains avaient été mis en grande difficulté dans le match face à l'Angleterre. Mais oui, l'arbitrage a été catastrophique sur cette Coupe du Monde. Les raisons de cet arbitrage qui n'a pas été bon, de ce manque de cohérence, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est tombé sur beaucoup d'arbitres qui n'étaient pas, pour les arbitres d'importance, ou pour il y avait déjà quelques nouveaux arbitres. Pour les arbitres d'importance, c'était pas des arbitres d'importance il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les Wayne Barnes et autres, ils n'étaient pas en finale. Je sais même pas s'il y en a un qui avait fait la demi. Mais ça fait une grande différence quand même. C'est-à-dire que c'est des mecs, certes, Wayne Barnes, il a 110 sélections, 111, oui, mais pas de finale de Coupe du Monde. Il n'avait jamais jusqu'à maintenant arbitré une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à une époque, pour la Fédération internationale, Wayne Barnes n'était pas suffisamment bon pour arbitrer une finale. Il y a 4 ans, il n'était donc pas suffisamment bon. Il y a 4 ans, il avait déjà, je pense, 80 sélections, ou 70 sélections au moins. Si on avait pris d'autres arbitres, on considérait que Wayne Barnes n'était pas suffisamment bon. Sauf que c'est vrai qu'on a perdu pas mal de bons arbitres, notamment en France, qui sont partis à la retraite ou qui n'arbitrent plus de manière internationale. Et je crois qu'on se retrouve à avoir un déficit de niveau du côté de l'arbitrage. Deuxièmement, les règles du rugby, c'est quand même beaucoup de décisions. Les règles du rugby, je pense, doivent être modifiées parce que dans beaucoup de décisions, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Sauf qu'aujourd'hui, le rugby est devenu un sport beaucoup plus physique qu'il y a 15 ans. Donc, à l'appréciation de l'arbitre, ça devient compliqué. Le bunker, qui pour moi est une idée à la con, parce que là, dans les décisions que je vous ai données, c'est que des décisions bunker, qui posent un vrai problème de cohérence. Donc des décisions à Roland-Garros, donc ça c'est quand même un vrai souci. Ce bunker qui pour moi ne dynamise pas le jeu, l'idée de départ du bunker c'est de dynamiser le jeu. Pour moi ça arrête le jeu 2 fois. Ça arrête une première fois le jeu parce que pendant 1 minute 30 ils regardent les images, ils discutent. Bon ils disent... comme on n'arrive pas à décider assez vite en 1 minute 30, allez, bunker, on va faire bunker, il faut bunker, bam. Pendant ce temps-là, pendant 5-6 minutes, les mecs jouent. On réinterrompt le match à la 5e, 6e minute où il faut convoquer les 2 capitaines
pour expliquer la décision que tu n'as pas été foutu de prendre. Donc là aussi, c'est assez exceptionnel quand même. Il faut déjà la donner à l'arbitre, donc tu as déjà 30 secondes où le mec de l'arbitrage vidéo du bunker dit pourquoi il a mis rouge, pourquoi il a mis jaune. Déjà, il explique ça à l'arbitre, ça prend 30 secondes. Ensuite, l'arbitre convoque les deux capitaines, ça prend déjà 15 secondes, pour ensuite reperdre 20 secondes à réexpliquer le truc que vient de te dire le mec de l'arbitre vidéo, que la décision que tu n'as pas été foutu de prendre. C'est vrai que ça dynamise énormément le jeu. Ça décrédibilise, je trouve, énormément l'arbitrage. Et je trouve que c'est une très mauvaise décision, qu'il faut revenir en arrière sur cette décision du bunker qui n'est pas bonne pour moi. Donc voilà, je pense qu'on a 3 problèmes. On a des arbitres qui n'étaient pas, je pense, du top niveau par rapport à ce qu'on avait il y a 4 ans. Tu as aussi des règles qui se sont rajoutées sur les 4 dernières années, les 50-22, les renvois d'en-but. Maintenant, c'est vrai que tu as une multitude de règles. Il faudrait peut-être resimplifier un petit peu tout ça également. Le fait que beaucoup de règles soient selon l'appréciation de l'arbitre, beaucoup plus qu'en foot. Troisièmement, qu'on se retrouve à avoir un arbitrage vidéo qui a été aux fraises. Que ça soit le bunker, que ça soit même l'arbitrage vidéo sur d'autres matchs, parce que les mecs qui font l'arbitrage vidéo, pour beaucoup, c'était pas les Romain Poisse et autres qui étaient donc les bons arbitres, très bons arbitres titulaires d'il y a 4 ans. Ça devrait être ça, l'arbitrage vidéo. C'est des anciens arbitres de grand niveau qui n'ont peut-être plus les capacités physiques pour courir sur le terrain, mais qui peuvent toujours réfléchir dans l'arbitrage vidéo. Ça devrait être ça, l'arbitrage vidéo. Bon, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont pas des grands arbitres internationaux, donc ça pose un vrai problème. Tant qu'on aura ces 3 soucis-là, je pense que l'arbitrage risque d'être compliqué lors des prochains matchs. On passe à la Nouvelle-Zélande, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté de la Nouvelle-Zélande. Trop d'engagement. Il y avait beaucoup d'envie, mais il faut que l'engagement soit maîtrisé. Sur tous les matchs, quasiment, ils se sont tapés un jaune. Face à la France, ils se tapent un jaune. Donc sur le quart, je crois qu'ils se tapent un jaune. Sur la demi, ils se tapent un jaune. Là encore, même si pour moi, Kane, c'était pas rouge, c'était jaune, ça valait quand même jaune, Kane. Donc tu as trop d'engagement. Et ça, c'est problématique. La récup jeu au pied qui n'a pas été bonne. Sur 2-3 situations où les Sud-Africains lancent le ballon, ils récupèrent pas très bien et tu sens que c'est le bordel. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez utilisé leur jeu au pied. La créativité a été à certains moments présente, mais de manière beaucoup trop... C'était un peu trop courant alternatif. Oui, il y a eu des bonnes situations, des bons enchaînements de situations, mais pas suffisamment. Le jeu au pied qui en première mi-temps est quasiment pas utilisé, qui surtout a manqué de précision. Alors certes manqué de précision parce qu'à plusieurs reprises ils ont manqué la touche, mais aussi manqué de précision parce que tu rates une transformation, une pénalité, ça t'équivaut à 5 points. C'est sûr que si tu réussis les deux, tu gagnes peut-être la rencontre. Et oui. Donc trop de fautes, trop d'engagement. Par contre, des passes de qualité, parce que c'est vrai qu'à des moments, ils ont enchaîné 10, 12 temps de jeu. Notamment, il y a une séquence où ils enchaînent au moins 10 temps de jeu en première mi-temps quand ils sont en infériorité numérique, donc vers la 15e minute, un truc comme ça, où ils enchaînent une dizaine de temps de jeu avant d'envoyer le ballon, mais où ils perdent pas le ballon, alors qu'à ce moment-là, les conditions climatiques étaient vraiment pas bonnes. Donc on a vu vraiment leur technicité avec le ballon en main. Et sur le jeu de pression, quand ils l'ont utilisé, ça a fonctionné. Ils ne l'ont pas suffisamment utilisé. Des touches ratées. Et de toute manière, alors déjà, tu as des touches ratées du côté de la Nouvelle-Zélande. On est à 20 sur 22. Certes, en première mi-temps, je vais préciser au niveau des touches. En première mi-temps, il rate ses touches. Et de toute manière, toutes les touches de première mi-temps sont difficiles à sortir. Il y a beaucoup de touches qui sortent mal. Ou c'est le bordel, ou ça sort pas correctement. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux, parce qu'ils arrivent à contrer les lancers sud-africains. Mais en première mi-temps, je trouve que ça a été vraiment très difficile en touche, ce qui est pourtant leur point fort. Et ça, c'est dommageable. Et trop de plaquage haut. Trop de plaquage haut.
trop de plaquage au niveau du cou, trop de plaquage haut, notamment sur l'action de Mbonambi. Quand il se blesse, il y a un plaquage haut. À 3-4 reprises, il n'y a pas de sanction, mais il y a des plaquages qui sont quand même au niveau du cou. Et normalement, le plaquage, c'est une d'épaule. Il y a beaucoup de fois où, encore une fois, cet excès d'engagement qui, je crois, n'a pas été bon. Manque d'efficacité aussi. Manque d'efficacité parce qu'ils portent plus le ballon que leurs adversaires. Ils ont gagné 115 rucks à 56. Donc ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup de situations de ruck. Sauf qu'ils ont manqué d'avancer. Ça, en première mi-temps, ils n'avancent quasiment pas avec le ballon en main. Et ils ont manqué d'efficacité parce qu'ils sont rentrés quand même très régulièrement en deuxième mi-temps dans les 22 mètres sud-africains. Et pourtant, ils ont eu du mal à marquer. Ils ont eu du mal à marquer parce qu'en avant, parce que mauvais choix également sur les avantages. En début de deuxième mi-temps, ils se retrouvent à avoir une situation où ils décident de faire une pénale touche. Ils ont que 6 points de retard à ce moment-là. Prends pas pénale touche. Prends la transformation. Surtout qu'ils étaient en supériorité numérique et Colisi venait de se prendre la pénalité. T'avais encore 10 minutes à égalité à 14 contre 14. Et en sachant que les Sud-Africains n'étaient pas bien. Étaient vraiment dans un temps faible à ce moment-là. Tu prends les points. Tu prends les points parce que ensuite les Sud-Africains vont te redonner le ballon à un moment et tu vas avoir une occasion de refaire une pénalité adverse, de remarquer encore 3 points. Ça fait 6, tu te retrouves à égalité sur la rencontre, tu te retrouves à 12 contre 12. Sauf que non. Ils choisissent de prendre la pénale touche. Première fois, pénale touche, la touche est un peu foirée, ça rate. Deuxième fois, de nouveau, mêlée pour l'Afrique du Sud à 5 mètres. Donc 2 occasions ratées. Ensuite, il y a le fameux en avant d'Hardy Savea. C'est compliqué. Et ensuite, ils reprennent la pénale touche alors qu'il reste 30 secondes à Colisi de pénalité. Donc, mauvaise idée parce que le temps de tirer ta pénale touche, de faire la touche, Colisi revenait sur le terrain. Donc c'était trop tard. Et en plus, ça a donné, je crois, encore une fois, une situation qui était compliquée. Ce qui fait que dans cette situation-là, entre la 45e et la 60e, tu ne marques que 5 points. Et en plus, tu marques 5 points sur un essai qui est totalement à l'extérieur, donc avec une transformation qui est dure à réaliser. Il faut le dire, la transformation que rate Monga, elle était très compliquée à mettre, surtout vu les conditions climatiques où il y avait un petit peu de vent du côté du Stade de France. Et ça, donc, c'est un mauvais choix tactique sur cet avantage. Certes, tu veux faire le spectacle, mais en finale de Coupe du Monde, on n'attend pas de toi que tu fasses ce spectacle. On attend de toi que tu marques des points. Ça a été la différence entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a été plus pragmatique. Leur idée, c'était pas de faire le spectacle, leur idée, c'est de gagner le match. La Nouvelle-Zélande a trop voulu faire le spectacle à ce moment-là, et à vouloir à tout prix marquer 7 points, ils n'en ont marqué que 5, alors qu'ils auraient eu l'occasion, pour moi, d'en marquer 6. Au moins 6, donc ce qui n'a pas été rentable pour moi. Un tout début de deuxième mi-temps entre la 40 et la 45e où ils sont pas dedans, mais ils sont vraiment pas dedans. C'est presque le carton de Colisi qui leur fait du bien. C'est les remet dans le choix, dans le match. Et puis je trouve que du côté du sélectionneur, je vais revenir un petit peu sur le sélectionneur, Ian Foster, je trouve qu'il a fait des changements extrêmement tardifs. Je pense notamment à l'entrée de Damien McKenzie qui rentre qu'à la 75e, alors que Munga tirait la langue depuis bien 10 minutes, qu'il était devenu un petit peu transparent. Il fallait qu'il rentre plus tôt. Christie, il fallait aussi qu'il rentre peut-être 6 minutes avant. Mais surtout, McKenzie rentre trop tard. Il rentre beaucoup trop tard pour avoir un impact sur le match, alors que McKenzie, ça doit être ton impact player, ça doit être ton super remplaçant. Donc là, je considère que c'est une erreur de la part de Ian Forster, qui aurait dû faire rentrer ce joueur-là bien avant. On passe à l'Afrique du Sud. Du côté de l'Afrique du Sud, c'est simple, concis, clair, la puissance. C'est vrai que sur beaucoup de phases d'impact, ils ont découpé. Je pense notamment à un moment du Toit qui a fait 2-3 plaquages quand même de découpage sur le défi physique. Pour moi, ils ont gagné. Même si sur les phases statiques, ils sont à 16 contre 22. Donc ils sont en retrait sur les phases statiques. Mais pour moi, sur ces phases-là, ils ont vraiment été costauds. Et j'ai oublié de dire également que du côté de la Nouvelle-Zélande, on n'est qu'à 78% de réussite au plaquage face à une équipe d'Afrique du Sud qui ne fait que très peu d'erreurs en défense. C'est vrai que c'est compliqué. Le jeu au pied, qui sur les matchs précédents avait été catastrophique, là a été performant. Mais en même temps, quand tu mets Pollard et De Klerk,
tu as une assise solide, ce qui était le problème sur tes matchs précédents, où tu n'avais pas Pollard, où ils étaient remplaçants les deux. Ça, j'avais eu du mal à comprendre. Au moins, il y a eu ce changement-là qui, je pense, a fait beaucoup de bien. Par contre, j'ai trouvé que certains joueurs étaient très fatigués. On a tiré sur la corde, notamment de Mbonambi, parce que Mbonambi, il était déjà à l'arrache face à l'équipe de France. Il finit pas le match et les 10 dernières minutes, il boitille. Face à l'Angleterre, la fin du match, pareil, il boitille, il est cramé. Tu pouvais pas le remettre. Et en sachant que c'était ton talonneur numéro 1, eh bien, peut-être que ce joueur-là, au lieu de lui faire jouer 75 minutes face à l'équipe de France, 80 minutes face à l'Angleterre, il aurait fallu lui faire jouer que 50 minutes pour le préserver pour la finale. Là, je considère que au niveau du sélectionneur, on a fait une erreur. La défense, cette rush d'essence qui a posé beaucoup de problèmes aux Néo-Zélandais qui n'arrivaient pas à avancer ballon en main ou difficilement. C'est vrai que pendant les 30 premières minutes, Aaron Smith n'arrive pas à trouver la solution face à cette rush défense, face à ces problèmes de contre-ruck qui ralentissaient énormément le ballon. Ça a été un vrai souci pour la Nouvelle-Zélande qui, au bout de 30 minutes, a commencé à trouver la solution en fin de première mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Aaron Smith s'en sort beaucoup mieux, mais il a été obligé vraiment de jouer extrêmement vite, de sortir les ballons des rucks à une vitesse de malade, et parce que cette défense sud-africaine fait de la rush défense, et encore une fois, sur les ailes, c'était dur de trouver un joueur comme Will Jordan qui a quasiment été inexistant. Téléa, on l'a beaucoup plus trouvé, mais il jouait un peu plus au centre, et surtout, souvent on reculait un petit peu, ballon en main, il faut bien le dire, on avait du mal à avancer. En deuxième, les chandelles croisées aussi. Ils nous ont fait 4-5 chandelles croisées, les Sud-Africains, notamment il y en a une de Colby qui n'est pas faite exprès, mais qui fait gagner 35 mètres. Toutes les chandelles croisées qu'ont fait les Sud-Africains, déjà elles étaient bien tirées, mais en plus elles ont bien marché. Et encore une fois, grâce à De Klerk, grâce à Pollard au niveau de ce jeu au pied qui a bien marché. Et je trouve qu'au niveau de la deuxième mi-temps, en mêlée ça a été compliqué, mais surtout en touche, où ils se sont retrouvés à rater toutes leurs touches. Donc ça a été difficile. Par contre, ils ont très bien géré les 10 dernières minutes, comme ils avaient fait face à l'Angleterre, où ils avaient bien géré le money time. Là encore, parce que notamment la dernière action de jeu, il y a les mêlées, ils arrivent à garder le ballon au maximum. Encore une fois, parce que tu as aussi des joueurs d'expérience à ce moment-là à la charnière qui sont De Klerk et Pollard, qui savent extrêmement bien faire ça. Et ça a très très bien fonctionné du côté de l'Afrique du Sud. Moi, je dirais au final que l'Afrique du Sud n'a absolument pas volé cette Coupe du Monde. Malgré tout, c'est vrai qu'on nous avait promis la Coupe du Monde du jeu, du rugby champagne. On a vu qu'à la fin, ça n'était pas le cas. Parce que les règles, encore une fois, du rugby n'ont pas été suffisamment modifiées pour que ça soit le rugby champagne. Si tu veux que ça soit le rugby champagne, il y a plein de règles peut-être qu'il faut enlever ou modifier, ou que ça soit beaucoup moins l'appréciation de l'arbitre. Que c'est vrai que cette finale de Coupe du Monde, ce carton rouge, il fait extrêmement mal au rythme de cette finale en première mi-temps. Ça c'est clair et net. Après, pour moi en plus, c'est plus Fritzel qui aurait mérité un rouge que Sam Cane. Et du côté de l'Afrique du Sud, pour finir, pour moi, c'est pas grâce aux sélectionneurs qu'ils sont champions du monde, c'est grâce à l'entraîneur de la défense. Mais le sélectionneur, pour moi, ça a été une catastrophe dans la gestion de l'effectif, dans la gestion des ressources au niveau managérial. Non, mais quand on voit la gestion Pollard, De Klerk, le fait d'avoir utilisé d'autres joueurs à leur place, c'était complètement con parce que ça a failli leur coûter leur place en quart et en demi, alors que je pense que le match face à l'équipe de France, ça aurait été encore plus facile avec De Klerk et André Pollard en première mi-temps, que ton match face à l'Angleterre où tu subis pendant 50 minutes, là encore tu subis plus quand il y a Pollard et quand il y a De Klerk. Et pour moi, alors oui, on a voulu les préserver, je veux bien qu'on veuille les préserver, mais tu peux pas les préserver autant. À un moment, il faut qu'ils jouent aussi. Ça a été un peu stupide. Leur gestion de banc, où on a fait du 7-1, du 6-2, du 5-3, enfin on a fait un petit peu tous les chiffres possibles au niveau des combinaisons. Alors, on nous dit on révolutionne le rugby. Moi, je vois juste que, à part Osenche, c'est le seul où ça apporte quelque chose, parce que Snyman,
pas énormément présents quand même dans le match. Leroux, Weise, Klein, Nyakame. Enfin là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas très présents. Bon, Dejan Foury, je l'enlève parce qu'il devait pas rentrer aussi vite. Mais je trouve que ce 7-1 n'a absolument rien apporté au niveau de la mêlée et au niveau de la touche. C'est quand même con quand à 7 avant. C'est quand même dans le secteur de la conquête en deuxième mi-temps, ils sont pas meilleurs qu'en première mi-temps. Ils sont même moins bien, je trouve. Donc, à part en mêlée un petit peu avec De Groot sur le côté de Groot où ça marche un peu mieux, mais encore c'est pas dingue non plus. Donc moi je trouve que voilà, le sélectionneur, c'est pas grâce aux sélectionneurs qu'ils sont devenus champions du monde du côté de l'Afrique du Sud, c'est grâce au fait que ils ont quand même beaucoup de talents individuels. Colby, De Klerk, Etzebeth, Dutoit, De Klerk, Pollard, Arenze également, Jesse Krill. C'est du costaud, Colisi bien entendu, Kitsov, Enche, voilà, là c'est du très très lourd et forcément quand tu te retrouves déjà à avoir 10-11 joueurs qui sont peut-être des numéros 1 à leur poste, derrière ça te facilite quand même un petit peu la tâche. Et puis je pense surtout que ils sont quand même champions du monde sur cette finale parce que la Nouvelle-Zélande s'est ratée et n'a pas joué son match à fond. Peut-être gêné par ce carton jaune qui arrive d'entrée pour Fritzl, par ce carton rouge qui arrive au bout de 20 minutes et qui a bloqué pendant très longtemps sa Nouvelle-Zélande et qui a fait que cette Nouvelle-Zélande n'a pas joué comme elle avait joué face à l'Italie, face à l'Uruguay, face à l'Irlande, face à l'Argentine. Je trouve qu'elle a joué un peu comme face à l'équipe de France et c'est pas dans ce système-là qu'elle réussit le mieux. J'aurais aimé un peu plus de folie, voilà, dans le jeu néo-zélandais. On a eu une belle finale, mais c'est vrai qu'on se dit on aurait peut-être pu avoir encore mieux. Voilà, dans le jeu, s'il n'y avait pas eu ce rouge, si la Nouvelle-Zélande avait joué un peu plus son jeu, voilà. Et si l'arbitrage avait été meilleur, on se dit qu'on aurait pu avoir une meilleure finale. Je termine avec les joueurs du match. Du côté de la Nouvelle-Zélande, en flop, j'ai mis Will Jordan. Il a fait le même match que Damien Penaud dans l'autre rencontre. C'est-à-dire les deux ont fait un mauvais match face à Colby, notamment, si je compare à Colby, c'est le jour et la nuit. Et notamment, il y a une action où tu as Will Jordan qui se fait rattraper par Colby et Colby lui pique le ballon, qui est un peu symptomatique du fait qu'il a été transparent. On l'a très peu vu, Will Jordan, comme on avait très peu vu Damien Penaud sur le match précédent. Enfin, sur les deux matchs précédents, pardon. Et j'aurais pu mettre également Ethan de Groot, mais je suis pas un grand fan d'Ethan de Groot. Voilà. C'est comme du côté de l'Argentine, je suis pas un grand fan de Gallo. Et puis en plus, Téléa, ces deux dernières rencontres à Téléa, oui, c'est lui qui apporte. Il y a deux joueurs qui apportent un peu d'avancée du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est Téléa, Aaron Smith. Donc voilà, c'est là où ça fait la différence. Du côté de l'Afrique du Sud, en plus, j'ai mis Pollard, parce que pour moi, c'est le facteur X de cette équipe d'Afrique du Sud. Quand il n'est pas là, c'est beaucoup moins bien. Et avec De Klerk, mais c'est vrai que De Klerk à un degré moindre. Je pense que vraiment le changement, c'est Pollard, notamment sur ce jeu au pied. Et on peut dire également sur ce jeu au pied où il apporte 12 points à son équipe, mais aussi le jeu au pied dans le terrain. Toutes ces touches trouvées, tous ces longs ballons trouvés, ça a fait beaucoup de bien. Et puis en flop, j'ai mis Will MC. Où je trouvais... Alors on l'a beaucoup, oui, Will MC, mais je trouve que dans beaucoup d'interventions, soit il n'était pas dans le bon timing, il était approximatif, voilà, dans son match. Alors oui, il y a 2-3 actions qui sont très bonnes de Will MC, en fin de match, surtout. Enfin, en fin de match, il sort la 66e, entre, je dirais, la 55e et la 66e, sur ces 10 dernières minutes sont très bonnes. Mais auparavant, il y a plusieurs actions où c'est pas fou de la part de Will MC, où il oublie ses équipiers. À un moment, il oublie ses équipiers, où ça aurait peut-être pu donner un essai. Là, il y a plusieurs actions où il a fait une erreur, Will MC, dans cette rencontre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette Coupe du Monde. Il y a 47 vidéos, il y en a pas... il y a 47 matchs qu'on a débriefé. Le seul match qu'on n'a pas débriefé, c'est Angleterre-Chili. Je l'avais vu, mais il y avait un peu trop de décalage le temps que je fasse le débrief. Donc vous pouvez les retrouver sur la playlist. On fera peut-être un top 10 des éléments marquants de cette Coupe du Monde un peu plus tard dans l'année, dans les 2 derniers mois de l'année. On fera peut-être un top 10 sur cette Coupe du Monde 2023. Et puis nous, on reviendra certainement pour le futur tournoi destination du côté du rugby. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.